Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir pour cette nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Vous êtes bien sur les antennes de RFM, la radio en couleur d'égalité et réconciliation, pour une édition un peu spéciale, parce qu'on reçoit un auteur que je découvre moi cette année, même si j'avais vu furtivement des vidéos de lui. Martin Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent à ce micro. On va faire une émission comme à notre habitude. Nous allons revenir sur nos rubriques récurrentes et puis nous passerons à la partie magazine où on abordera la parution de votre livre La Révolution arc-en-ciel en marche aux éditions DIE. Donc c'est un ouvrage qui est vendu pour le prix de 26 € en librairie pour un total de 290 pages, 280 et quelques, qui traitera donc de cet important sujet de la révolution arc-en-ciel. On va en parler, on va y consacrer un peu plus d'une demi-heure aujourd'hui. Mais d'abord, chers amis auditeurs, quelques rappels. Je vous rappelle que vous pouvez donc faire des dons sur les outils en place sur la page d'égalité et réconciliation, les dons récurrents en particulier qui nous aident à avoir une visibilité, une prévisibilité financière, ce qui nous permet de développer différents projets. Et vous savez que nous en avons pour vous, en particulier sur cette radio, sous la direction de Yann, directeur de cette antenne. Je remercie également la technique sans qui cette émission ne serait pas possible. Et un petit salut amical aussi à notre président Alain Soral qui a eu l'amitié de nous faire confiance pour ce projet comme pour d'autres. Martin Pelletier, nos auditeurs ne vous connaissent peut-être pas aussi bien que je le voudrais. Moi-même, j'ai fait, comme je le disais, votre découverte cette année véritablement en vous lisant. Vous êtes plutôt un homme de l'écrit. Oui. Vous vous faites discret dans les médias de la comment on pourrait dire, de la résistance. Tout le monde me laisse ma discrétion. J'ai travaillé un peu pour Radio Courtoisie, mais je me suis fait virer 2 fois, ce qui est très rare. C'est très rare. C'est très rare. Et je me suis fait virer partout, sauf quand je suis parti avant. C'est vrai Donc que c'est pour ça que je suis assez discret, par la force des choses. vous êtes discret, vous êtes aussi un homme de l'écrit, je le disais, et puis vous avez eu, malgré tout, malgré le fait que vous êtes aujourd'hui une sorte de proscrit, volontaire ou involontaire, selon les situations, vous le disiez à l'instant, mais vous êtes aussi un homme qui a eu une carrière dans la presse parisienne. Ah oui, au début, avant d'être dans la presse nauséabonde, j'étais dans la presse dite bourgeoise. J'ai travaillé pour beaucoup de choses, notamment le quotidien de Paris de Philippe Tesson, mais aussi Figaro Magazine, le Figaro hors série, beaucoup de choses, beaucoup de journaux, avant de mal tourner, de travailler à Minute, et puis National Hebdo, et puis Rivarol, je ne sais pas où ça va arriver, Conan d'Eskendam. Exact. Voilà. Jusqu'où va-t-on descendre? C'est vrai que vous dites, vous en jouez un petit peu d'ailleurs dans l'introduction de votre ouvrage de cette première carrière dans la presse bourgeoise. Cependant, je trouve ça intéressant que vous ayez fréquenté des groupes aussi différents que le quotidien de Paris, le Figaro Magazine ou le groupe Valmonde, avec les 2 grands titres, Valeurs actuelles et Spectacles du monde. Le Figaro, à une époque où il n'était pas totalement déshonorant d'y écrire aussi, dans le hors-série en particulier, qui était dirigé par un de nos camarades, je crois. Le hors-série est toujours dirigé par Michel de Gégère. Voilà, Michel de Gégère. Qui a une particularité tout à fait rarissime dans la presse. Il est à la fois intelligent et courageux. C'est ça. Et il a droit, en plus, c'est comme ça qu'il est resté. C'est vrai. Il y a eu le Figaro Magazine, qui avait été initié par Plinquette, sous les auspices de Louis Pauwels. De Louis Pauwels, merci, qui était un important... mais qui a malheureusement très mal tourné, qui est devenu tout à fait people, machin, publicité. On sait comment ça tourne. Dès qu'on est dans la main de la publicité, on ne dit plus que ce qu'il faut dire. C'est vrai. Il y a eu une belle époque, une embellie en tout cas de cette presse bourgeoise, et vous avez collaboré à plusieurs de ces aventures. Voilà. Puis il y avait le quotidien de Paris qui était un objet de presse non identifié, qui était quelquefois extrêmement désagréable et qui d'autres fois laissait dire des choses tout à fait exceptionnelles. C'est vrai, sous la direction de Tesson, qui a été, je crois, un grand journaliste, même si la vieillesse est un naufrage. Non, mais Philippe Tesson n'a jamais caché ses préférences. Il était notamment très pro-sioniste, etc. Mais bizarrement, il laissait quelquefois passer il était vraiment, je crois, libéral. Ce que généralement on n'est pas. Les gens se disent libéraux, mais ils ne le sont pas.
Voilà. Donc vous avez signé auprès de confrères comme, je pense à Gérard Leclerc, qui lui est très... qui est resté en fait très mainstream, très très prudent pour le coup, mais c'est amusant de voir les parcours des uns et des autres. Oui, Gérard Leclerc, c'est un très gentil garçon, mais lui était prudent, comme vous dites, c'est ça. Il n'y avait jamais, à l'époque, il y avait tant de monde très différent. Il y avait tout sauf des communistes décidés. Il y avait des anciens communistes comme Pierre Daix, mais je n'ai pas connu alors que des trotskistes, il y en avait comme partout, des centaines de milliers, mais des communistes staliniens pur jus, on n'en a jamais eu, c'est tout. Et vous avez eu Zemmour aussi, je crois. Zemmour, bien sûr. Qui a fait ses toutes premières armes au quotidien de Paris. Et c'est moi qui lui envoyais ses papiers, parce qu'ils s'étaient tous chamaillés au service politique, ce qui fait que le directeur du service politique avait démissionné, il était en congé maladie. Et Tesson m'a demandé que je m'occupais de la société, et évidemment, vous ne prendrez pas une décision politique, mais en revanche, envoyez la copie. Et j'ai envoyé la copie, et Zemmour, il avait des pattes de mouche, c'était mal. C'était intéressant, c'est intéressant. Mais c'était mal foutu, il arrivait toujours en retard, et un jour, j'aborde la copie, et le directeur de la rédaction se met en colère, tellement c'était mauvais en retard, et Zemmour arrive en ramenant sa gueule, sa fraise, en disant « Mais si, mais c'est intéressant !» Et j'ai vu l'autre, c'était Jérôme Bellé. Je ne sais pas si vous avez connu Jérôme Bellé, c'était un grand, mais vous êtes pas mal, mais lui était de 10 cm de plus et les épaules 20 cm de plus. Il s'est levé, j'ai dit à Eric, viens, c'est pas la peine de rester. C'était une époque où la presse était plus virile et peut-être aussi plus libre. J'ai l'impression qu'il y avait vous avez rappelé les titres tout à l'heure, vous avez glissé de cette presse bourgeoise progressivement avec, je dirais, Minute et National Hebdo progressivement vers le ventre fécond de la bête immonde. Mais pourtant, à l'époque, il y avait une certaine circulation des plumes, toute petite circulation, mais il y avait une amitié en tout cas entre les journalistes. Ça oui. Il y avait une complicité entre les journalistes. Mais souvenez-vous de François Brignot, qui est encore une autre génération. Il avait, quoiqu'ancien milicien, il avait été à Paris Presse, donc c'est la grande presse. Il a été reporter. Aujourd'hui, ça serait évidemment impensable. On pense à des noms comme Serge de Beketch, qui a été aussi longtemps chez Pilote avant de rejoindre Minute. Exactement. Et à l'époque, Minute tirait à 200 000 exemplaires. Bon, 250 même, les grands moments. Donc c'était un autre monde. On a changé d'autres choses, on a changé d'époque. Aujourd'hui, chacun dans sa niche et montre les dents aux autres. Là, je ne pense pas que la liberté d'expression de la presse ait jamais vraiment été autre chose qu'un slogan. Enfin, il y a eu des moments où il y avait un semblant je dirais, peut-être entre 1890 et 1975-85. Maintenant, c'est fini. Très bien. Écoutez, on se retrouve juste après ça pour notre première chronique. Martin Pelletier, y a-t-il eu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, une nouvelle de ténèbres, une nouvelle de lumière qui se soit particulièrement révélée à vous, une chose qui a retenu votre attention, quelque chose qui vous a fait penser peut-être qu'il s'agissait d'un signe des temps? Oh, quand même, je n'aime pas les Anglais, je n'aime pas Boris Johnson, je n'aime pas ses soutiens, mais je pense que le vote du Brexit et surtout la défaite des anti-Brexit me semble une bonne nouvelle. Ça veut dire que les peuples européens ne sont pas tout à fait morts et qu'il y en a un qui va pouvoir reprendre un peu son destin en main. Je pense que ça ira dans le très mauvais sens. Je pense que ce qu'on appelle le grand large, ça va être une union avec l'Amérique et ça va être quelque chose de tout à fait détestable. Mais quand même, ça veut dire que les Britanniques ont dit j'en ai assez justement de l'empire arc-en-ciel, j'en ai assez de ce magma mondialiste et je veux prendre mon destin en main. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors les mauvaises nouvelles, mais c'est difficile d'en trouver une parmi les autres. J'aurais envie de dire Joker, mais ce serait c'est pas de jeu, donc j'ai pas le droit de dire ça. Si quand même l'histoire de l'assassinat du général iranien, ça prouve que il n'y a plus de limite aux malversations internationales. La géopolitique se fait
un peu comme Al Capone. Et je dis pas ça parce que je déteste Trump. Je pense que de tous les présidents américains qu'on a eu depuis 50 ans, c'est le meilleur. Mais quand même, on n'assassine pas son ennemi. D'ailleurs, on ne sait pas dans quelle mesure c'est un ennemi, parce que c'est tellement compliqué l'histoire du Moyen-Orient. Mais on est passé dans une nouvelle étape de la criminalisation de la géopolitique. Et ça, puis vous parliez d'ombre et de lumière. Là, visiblement, le prince de ce monde, j'ai vu qu'il y avait une croix dans le studio, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc, je pense que le prince de ce monde tient bien là-bas en ce moment. Très bien. Puisqu'on parlait de Trump, petit pronostic, vous croyez qu'il sera renouvelé en 2020 là ? Je pense, et je m'en félicite parce que ça va compliquer les affaires de l'Amérique et surtout les affaires de l'Empire. Je pense que la Fed ne va pas être à l'aise. Je pense que je pense que les contradictions américaines vont s'accentuer et que les différentes composantes de l'État profond vont souffrir. Bon, Trump, on sait très bien ce qu'il est aussi. Il a choisi le camp hypersioniste, c'est clair comme l'eau de roche, mais n'empêche que il agace toutes les élites, les pseudo-élites américaines. De ce point de vue-là, ça ne me fait pas de peine. J'espère que, à force de contradictions, à force que les contradictions s'accentuent, il s'en suivra un chaos dont on pourra tirer quelque chose. Enfin, c'est un espoir très minime, mais c'est un espoir. Martin Pelletier, merci. On se retrouve juste après ça pour la chronique. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire. Quand on est con, on est con. Alors vous le savez, amis auditeurs, nous avons intitulé cette chronique en rapport à une habitude qu'avait pris le président Alain Soral dans ses vidéos il y a déjà un moment, de souligner dans l'actualité une personne qui sortait du lot, qui était le con du mois. Alors Martin Pelletier, y a-t-il un con du mois ou un con de l'année, hein, parce que c'est vrai que les candidats abondent. Hein. Oui, alors on pourrait faire le compte des 50 dernières années, ce serait Bernard-Henri Lévy, naturellement, mais ça c'est trop facile, c'est comme le Joker, on n'a pas le droit. Alors, le con du mois, pour moi, il y a quand même, allez, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais pour moi, c'est Martinez. Martinez, pourquoi ? Parce que, bon, on a le droit d'être permanent d'une centrale syndicale qui a déjà tué la sidérurgie française, les ports français, qui a bien mis à mal le chemin de fer français. Le monde du livre à la presse. Le syndicat du livre. Bon, tout ça, on le sait. En plus, c'est des gens qui sont pétés de fric et qui ont des avantages à la fois de travail et de retraite qui sont tout à fait exceptionnels. Mais je crois qu'en faisant cette grève et en ne l'arrêtant pas, il joue avec Macron et il transforme quelque chose qui m'avait été extrêmement sympathique. Au départ, c'est le mouvement des Gilets jaunes en quelque chose qui est totalement dévoyé, qui est cette espèce de mouvement syndicalo, faussement populiste, mais vraiment gauchisant, qui casse l'unité que les Gilets jaunes avaient spontanément trouvée. Qu'est-ce que c'est que les Gilets jaunes ? C'était une révolte du peuple français contre toutes les fausses élites, très significativement contre les taxes, la taxation. Et là, maintenant, on est simplement dans des questions qui sont syndicales, sur des questions de salaire. Hein. Donc, le bout du compte, on rentre dans une vieille thématique, je dirais, paléo-marxiste, et encore d'un marxiste à deux balles, alors que le problème actuellement, c'est pas ça qui se pose au peuple d'Europe, et en particulier au peuple français. Le problème, c'est survivre à l'invasion, c'est survivre à la décadence morale, c'est survivre on y viendra tout à l'heure, j'espère, à la révolution arc-en-ciel en marche. Est-ce que sur cette question des retraites, puisqu'on parlait de ce sujet, parce que aussi Martinez se distingue par son action dans le cadre de cette réforme entre guillemets des retraites, est-ce que le problème des retraites en France n'est pas d'abord dû, justement, vous le disiez à l'instant, à un problème déjà de renouvellement des générations ? C'est le fond du problème. Mais alors pourquoi personne n'en parle ?
Pourquoi précisément, et pourquoi Martinez contribue à déplacer le problème? Parce que le problème actuellement, c'est que dans les années, à partir des années 75, à partir de 1975, le problème qui s'est posé, c'est savoir que fait-on? Est-ce que pour améliorer la productivité, on automatise, comme l'ont fait les Japonais, et est-ce que pour payer les futures retraites, on choisit une politique nataliste, ou au contraire, l'invasion? Eh bien, la politique qui a été choisie, c'est de refus de l'automatisation et refus de la politique nataliste, c'est-à-dire recours forcé à l'immigration forcenée. Le problème a été les conditions du désastre ont été posées entre 1975 et 1985. On sait très bien qu'il a fait. Bon, alors moi, à l'époque, oui, vous pensez aux deux lois, voilà. Donc d'un côté, le regroupement familial d'une part, et puis de l'autre, l'avortement. Absolument. Hein. Pilule et avortement. Exactement. Et alors, donc, bon, à l'époque, je pense que le Front National de cette époque était une très bonne chose. Après, il a malheureusement assez mal évolué, mais c'est pas ça le problème. Donc, il préconisait précisément le refus de l'immigration et une politique de natalité. Alors, les gens vous disent, oui, mais une politique nataliste, ça prend 20 ans. Bien sûr, ça prend 20 ans. Mais si on l'avait fait en 1982, le problème aurait été résolu en 2002. Ben, ils auraient 35 ans aujourd'hui. Voilà, exactement. Ils auraient 35 ans. Voilà. Oui. Et on voit bien que ça a été choisi parce que vous, bien sûr, vous avez suivi l'actualité internationale. À la fin des années 1990, la direction des populations de l'ONU a envoyé plusieurs rapports préconisant l'invasion de l'Europe. Et c'était pour des raisons de remplacement. Ça n'a rien à voir avec les prétextes qu'on a choisis après, qui étaient la guerre, qui était le climat. À l'époque, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'urgence climatique, il y avait le choix de l'invasion de l'Europe. Et de l'Europe seule, parce que ni la Chine, ni l'Arabie Saoudite ne sont ni le envahis. Pakistan, ni le Pakistan, voilà. J'ai choisi le Chine et l'Arabie Saoudite pour. Bien sûr, c'est très clair. J'ai appris récemment, Martin, que vous étiez l'auteur de l'expression grand remplacement. Oui, enfin, vous savez, à l'époque, il y avait plusieurs personnes. Moi, j'ai retrouvé dans les documents du Front National des années 70, le terme, il était déjà pas grand, mais il y a un remplacement des populations. Donc tout ça, il y a plusieurs personnes. Non, mais c'est intéressant parce que Renaud Camus a repris ce thème, il lui a donné une fortune inédite. Et c'est très bien. Et c'est très bien, je crois que vous en félicitez. Cependant, je crois que c'est intéressant de savoir que c'est vous qui avez vraiment mis ce concept en lumière et que votre nom, finalement, n'est jamais cité en parallèle, je dirais, de ce concept, de cette observation, parce qu'il ne s'agit pas d'une théorie, il ne s'agit pas d'une idée non plus, il s'agit vraiment d'une réalité observable, comme le dit d'ailleurs très, très justement Renaud Camus. Cependant, votre nom n'est jamais cité. Je crois qu'à cela, il y a une raison. C'est que Renaud Camus, finalement, c'est très facile de s'y reconvenir. On se souvient, pour les plus vieux d'entre nous, de l'affaire Renaud Camus à Radio France, l'histoire de la liste des différents chroniqueurs de Radio France, etc. Et tout ça avait conduit à une grande polémique et à la sortie de certains avocats du bois, si on peut dire, pour venir au secours du soldat Camus. Parmi lesquels il y avait principalement quelqu'un comme Alain Finkielkraut. Or, je crois que vous n'avez pas les mêmes, la même qualité plastique que Renaud Camus, et que votre nom, d'une certaine manière, représente un danger beaucoup plus grand sur le plan théorique que celui de Renaud Camus. J'ai été condamné pour certains faits qu'on ne peut même pas dire, si on peut les dire, mais la fois où je me suis le plus amusé parce que je faisais un peu pas de chronique judiciaire, mais enfin, j'assistais à certains procès. J'ai notamment, au début des années 80, assisté à un procès du professeur Forisson. Et à un moment donné, tout s'arrête et le greffier se penche vers l'oreille du président du tribunal. Le président du tribunal demande, ou plutôt pas demande, procède à une suspension de séance. Et la question était de demander à la chancellerie si le greffier pouvait lire l'acte d'accusation. Parce que l'acte d'accusation était si horrible qu'il en devenait indicible. Est-ce que ce n'était pas
un délit grave de lire l'acte d'accusation. Voilà où on en arrive. Alors évidemment, moi, ça m'agace. J'ai beaucoup aimé ce combattant cambodgien de Dien Bien Phu. Et on lui a demandé, bon, vous étiez un pauvre Cambodgien, supplétif, pourquoi vous étiez allé vous faire casser la figure Dien Bien Phu? Il a dit simplement, comme il dit, dire ou moi pisser, moi pas aimer dire les autres ou moi pisser. Eh ben, je suis exactement comme ça. Je trouve qu'il a raison. Il a tout compris au totalitarisme, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est vrai que comme vous avez touché à la question interdite, voilà. il y avait une difficulté finalement à vous attribuer la paternité de ce concept qui a eu par ailleurs... Ou d'autres. Une utilité, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il est impossible d'utiliser même l'expression grand remplacement, par exemple sur des plateformes comme YouTube, sans risquer la censure, puisque cette expression a maintenant été, on pourrait dire, neutralisée du fait qu'elle a été employée comme titre du manifeste de Monsieur Tarrant, l'auteur présumé de la tuerie de Christchurch. Là, ça pourrait nous conduire très loin, mais enfin, je voulais quand même en dire un mot, parce que ça me semblait intéressant que vous ayez cette paternité et faire réfléchir nos auditeurs sur le fait qu'il y a même des noms qui sont difficiles à prononcer. Il y a des noms difficiles à prononcer. Il y a comme ça, c'est un peu le but de la petite anecdote. Il y a des choses qu'on ne prononce pas. Il y a l'indicible. L'indicible, parce que c'est mal, tout simplement. Et comme nous sommes en face du bien, le bien dit ce qui est mal, et donc, il empêche de dire, évidemment, le mal. Martin Pelletier, on va se retrouver pour la deuxième partie de notre émission, pour la partie magazine, où nous allons longuement aborder la parution de cet ouvrage, La Révolution arc-en-ciel en marche, aux éditions DIE, signé de vous, Martin Pelletier, au prix de 26 € et 280 pages. Pourquoi tant de haine ? Chers amis auditeurs, on se retrouve pour cette partie magazine où nous allons aborder cet important ouvrage, à mon avis, La Révolution arc-en-ciel en marche, aux éditions DIE, signé de la main de Martin Pelletier. Alors, Monsieur Pelletier, qu'est-ce que vous avez voulu faire dans cet ouvrage qui se présente comme une synthèse ? Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est très simple. C'est de répondre à la question du maréchal Foch. De quoi s'agit-il ? J'ai lu tout à fait récemment une phrase de Noam Chomsky, le grammairien américain, qui dit ceci: la population ne sait pas ce qui est en train de se passer et elle ne sait même pas qu'elle ne sait pas. Je trouve cette phrase très bonne parce qu'effectivement, les gens sentent que quelque chose ne va pas, parce qu'il y a une rupture sans précédent. On parle des grandes invasions, mais les grandes invasions, ni en termes de rapidité, ni en termes de masse de population, n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. On pense aussi à la réforme comme énorme rupture, mais la rupture la réforme luthérienne, vous voulez dire. La réforme luthérienne, oui. Ce qui se passe aujourd'hui du point de vue spirituel n'a pas non plus d'équivalent. Donc, et puis on pourrait décliner les changements démographiques sont énormes. Oui, le changement de civilisation dont avait parlé Madame Taubira aussi. Absolument. Madame Taubira l'a noté elle-même, donc c'est vous dire. Bon, le changement économique, j'en parle même pas. Le changement moral, spirituel. Bon, enfin, tout ça, c'est immense. En fait, dans tous les ordres, il y a une sorte de bouleversement. Un bouleversement. Mais la question est de savoir ce que c'est. Et je crois que, comme le dit Chomsky, la population ne sait pas ce qui est en train de se passer. Elle ne sait pas même ce qu'elle ne sait pas. Alors, il y en a qui parlent d'évolution naturelle, c'est ça, le déclin des civilisations, comme si c'était du tout cuit forcé. D'autres disent, c'est le grand capital. Ça, le grand capital, c'est un complot hyper libéral pour faire plus d'argent. Alors là, on est sur quelque chose qui est à la fois un peu vrai et à la fois tout à fait faux. Parce que ce qui se passe effectivement est de nature plutocratique. C'est-à-dire que les grandes multinationales prennent énormément d'argent, c'est-à-dire que certains... Oui, plutocratique pour les plus jeunes, ça veut dire le pouvoir de l'argent. Le pouvoir par l'argent, c'est ça. Et que certains États, je pense à notre État, à la République française, commencent à privatiser certains services, comme la police, par exemple, ce qui est quelque chose de totalement impensable. S'il y a un domaine régalien, c'est un domaine qui incombe à l'État, c'est bien la
sécurité. C'est le premier des droits de l'homme, c'est la sécurité. Bon, donc il y a bien ce mouvement qui favorise la privatisation. Il y a bien ce mouvement qui permet à beaucoup de gens riches de s'en mettre plein les poches, mais il faut comprendre comment fonctionne la question. Et oui, ce que vous reprochez à cette théorie du grand capital comme responsable de tous nos maux, c'est de s'en tenir à une explication en fait des apparences. Des apparences. C'est-à-dire que vous dites ça existe, mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Et surtout, voyons les plutocrates, donc les gens très riches qui sont à la manœuvre. Quelqu'un de très riche, quelqu'un qui a, ça existe, plus de 10 milliards de dollars. Bon, s'il en a 11 demain, ça ne va pas il sera pas mécontent. Mais c'est pas ça qu'il fait courir. Qu'est-ce qui fait courir Monsieur Soros? Qu'est-ce qui faisait courir Monsieur Rockefeller au départ? Eh ben, c'était précisément, il avait fait une fondation notamment pour l'éducation. C'était de porter sa marque. Ces gens-là se pensent philanthropes qui aiment l'humanité. Et donc, ils veulent que le futur, l'avenir, soit meilleur. Ils veulent faire du bien. Et le bien, ça veut dire ils veulent prendre le pouvoir, faire une nouvelle éducation, changer les choses pour que ça aille mieux. Rééduquer les gens, en fait. Ils sont convaincus que les gens sont mauvais et qu'ils pourraient les aider, quoi. Et qu'ils vont les aider. Et donc, ce n'est pas l'argent qui est le but. L'argent est un des moyens. Il y en a d'ailleurs bien d'autres. Donc, c'est pour ça que je m'insurge contre les gens l'hyperlibéralisme peut advenir quelque part, quoi. En Chine, c'est pas et en France, quand on voit le niveau des prélèvements obligatoires en France, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui que du temps de Pompidou ou Giscard. C'est pour dire qu'on n'est pas dans l'hyperlibéralisme. Mais c'est vrai que l'argent a son poids dans le domaine des moyens. Donc, alors, encore une fois, qu'est-ce qui nous arrive? Moi, je pense que il y a non pas une évolution, mais une révolution. Une révolution qui est organisée, qui a des gens pour la faire, des gens qui décident. Elle est organisée par les élites. C'est là qu'on a l'impression, on a l'habitude dans l'imaginaire français de voir la révolution, les sans-culottes, les piques, les choses comme ça. Et donc, à un moment donné, les gens pensaient que les Gilets jaunes pouvaient être une révolution. Pas du tout. Ceux qui font la révolution, ce sont les élites. Et les Gilets jaunes se sont précisément insurgés contre la révolution. Bon, mais ce qui fait aussi problème pour comprendre que c'est une révolution, c'est que généralement, la révolution est hyper violente. Bon, il n'y a qu'à penser à la terreur de 93 ou encore à la révolution soviétique. Bon, et d'autres d'ailleurs, hein, j'ai pris ces deux-là. Donc, mais là, justement, je pense que les gens qui mènent la révolution ont beaucoup réfléchi à cela et que la révolution d'aujourd'hui est ce qu'on appelle inaversive. Alors, c'est un mot, c'est un anglicisme, hein, mais il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire des actions qui ne montent pas, qui ne provoquent pas en réaction une agression, une aversion. Et donc, c'est la méthode douce. Et la troisième caractéristique de la révolution, c'est qu'elle est progressive. C'est-à-dire, dans une révolution comme, encore une fois, je vais prendre une métaphore pour me faire pour comprendre. Dans une révolution comme 1793 ou 1917, c'est extrêmement brutal, c'est bref, et résultat, ça ressemble, si on prend la comparaison du nucléaire, ça ressemble à une bombe atomique. Ça fait boum, ça casse tout, et ça produit peu de choses, peu d'énergie finalement. Le but d'une révolution étant de créer un homme nouveau dans un monde nouveau, dans un univers nouveau, ça casse beaucoup, ça construit peu. Alors que la révolution d'aujourd'hui, elle est lente, très lente. Je vous en donnerai tout de suite des exemples, mais elle maîtrise des processus lents, un peu comme c'est une bombe atomique à froid, c'est une centrale nucléaire, ce qui fait que vous n'avez pas de graves explosions, mais en revanche, vous dégagez une énergie énorme. Voilà. Alors, pour donner un exemple de processus lent, maîtrisé par la révolution, souvent, l'ensemble de la révolution est sous la direction de l'ONU, hein, disons, on va simplifier. Et donc, il y a
ce qu'on appelle des conférences de consensus. Je pense aux conférences de Pékin et du Caire, par exemple, sur la population, mais on pourrait penser au protocole de Kyoto. Oui, on pourrait penser aussi avant à toutes les conférences sur les femmes, sur le droit de reproduction, enfin ce qu'ils appellent la santé reproductive, c'est-à-dire l'avortement, et puis il y a une déclaration qui n'est absolument pas contraignante. Et puis, 5 ans après ou 15 ans après, il y en a une autre. Et puis, de fil en aiguille, c'est repris par... Le législateur. Voilà. Non, mais même avant le législateur. Avant, oui, c'est les ensembles régionaux. C'est ça. C'est-à-dire le Conseil de l'Europe. Et puis, il y a des discussions au Parlement européen qui n'a aucune espèce il n'est pas du tout délibératif, hein, mais il fait des dossiers. Et puis, tout d'un coup, hop, vous voyez en 2013, je crois, un gouvernement conservateur britannique et un gouvernement socialiste français qui décident la même chose, c'est-à-dire le mariage homosexuel, dont on nous avait toujours dit qu'il n'aurait jamais lieu, que le pacte s'était fait justement pour les homosexuels, pour qu'il n'y ait pas de mariage. Mais ça remonte à la conférence de Pékin, en 95. Donc, ça a mis 28 ans. Et c'est descendu tout... Voilà. Ouais, on a fait un long travail, en fait, de cuisson des consciences. On instille et on travaille par tout le biais. Alors là, ça sera d'un autre livre qui va s'appeler L'Empire arc-en-ciel, d'ailleurs, qui sortira plus tard. C'est justement le travail de l'ONU, de toutes les ONG, de tous les influenceurs qui travaillent, ce qu'on appelle les lobbyistes auprès d'abord de Bruxelles et ensuite des gouvernements nationaux. C'est comme ça que procède la révolution. Elle procède non pas avec des couteaux entre les dents et des bazookas, mais avec ce travail d'ingénierie sociale, qu'on peut appeler ça de l'ingénierie sociale. Très bien. Dans ce livre, vous vous attachez, en particulier dans les premières pages, à expliquer qu'il n'y a pas de phénomène naturel, que tous ces phénomènes qu'on nous présente à nous, Européens, comme naturels, sont en fait sont le fruit de volonté, d'intention, d'un travail continu, sérieux, d'une pression qui est mise sur les populations par tous les biais dont vous avez parlé, par les gouvernements, par le lobbying, par les médias, par l'influence, par tout un tas de vecteurs. En fait, toutes ces mesures sont implémentées dans certaines régions du monde, et pourtant d'autres y échappent. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure concernant l'immigration. Nous sommes concernés en Europe ou dans le monde développé, Australie, Nouvelle-Zélande, et États-Unis, Canada, mais ça ne concerne ni le Mexique, ni la Chine, ni l'Arabie Saoudite, ni le Pakistan, ni l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça ? Pourquoi est-ce que certaines régions doivent recevoir le remplacement de population et d'autres... Alors, pour le remplacement, parce que là, le remplacement de population, c'est un cas particulier. Je l'écris quelque part. Le grand remplacement n'est qu'un détail. Un détail important. J'aime bien cette formule du détail. Jean-Marie Le Pen l'a utilisée avec beaucoup de succès, et donc il faut l'utiliser le plus possible. Hein. Bon, mais par exemple, vous noterez que vous parlez de l'Inde et du Pakistan. Vous aurez noté, je pense, parce que c'est très intéressant à suivre, qu'en ce qui regarde le droit de la famille, l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité, des choses comme ça, là, ça avance. En revanche, et ça avance partout dans le monde. Hein. L'idée, vous pourrez passer en revue. La Pologne et l'Irlande, par exemple, sont sous le feu roulant. Exactement. De ces deux questions de l'avortement, du mariage homosexuel. Exactement. Etc. Partout, aussi bien qu'en Amérique du Sud. Alors, c'est vrai que l'Europe occidentale et les États-Unis d'ailleurs, est particulièrement visée par la question du grand remplacement. Je pense que la Russie le serait aussi, mais on embête moins Poutine, hein, parce que c'est embêtant d'embêter Poutine. Je sais pas, c'est comme que vous avez un chat qui traîne et un berger malinois, vous donnez plutôt un coup de pied au chat, me semble-t-il. À moins que vous soyez très costaud et très courageux. Bon, mais c'est ce qui se passe. Mais disons, c'est quand même l'Europe occidentale la cible avec les États-Unis. Moi, je crois que... Mais vous avez une explication à Oui, cela ? j'ai une explication, mais elle n'est pas dans le livre, elle est dans le prochain. Mais je peux quand même... Je pense qu'il y a
il y a derrière les cercles de pensée qui mènent la révolution arc-en-ciel, il y a certaines minorités religieuses et qu'il y a un véritable ressentiment de ces personnes contre l'Europe. Et que l'Europe est punie. Alors, pas seulement l'Allemagne, hein, mais tout le monde, parce que tout le monde a été complice de l'Allemagne. La SNCF a été complice de l'Allemagne, évidemment le maréchal Pétain, mais aussi le beau-frère de votre concierge, dont l'arrière-grand-oncle a laissé faire sans rien dire. Donc tout le monde est complice de non-assistance à communauté en danger. Et donc je crois qu'il y a vraiment un ressentiment très fort contre l'Europe. Parce que c'est ce que vous dites, pas évident. Hein. On vise pour le grand remplacement, pas pour le reste. Le reste c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais pour le grand remplacement, bien sûr. Moi, je crois que ça a trait à certaines attentes eschatologiques de la tribu de Lumière, puisqu'ils savent qu'une des conditions de l'avènement de leur Messie, c'est la destruction de ce qu'ils appellent Édom, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire nous, en fait, l'Europe. Ben, vous voyez que nous disons la même chose sous d'autres. Vous êtes plus direct. Hein. Mais... Il faut que l'auditeur comprenne. Je le martèle, je le répète. Mais entre l'inconvénient de se répéter et celui de ne pas être entendu, n'est-ce pas, il n'y a pas à balancer. Je voudrais revenir alors aux autres aspects de cette révolution arc-en-ciel. Martin Pelletier, vous... Dans l'introduction, dans la première partie plus exactement, vous parlez d'un fascisme arc-en-ciel ou de synarchie. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ce terme un peu énigmatique, qui a déjà eu une petite histoire de synarchie, qui veut dire, je crois, le pouvoir de plusieurs? Qu'est-ce que vous voulez pointer auprès du lecteur? Le pouvoir de plusieurs, mais de plusieurs en symbiose, c'est pour ça que syn, ensemble dans le même sens, convergent, si vous voulez. Alors, simplement, je veux dire cela très simplement, la révolution arc-en-ciel utilise la finance. Elle utilise, il faudra en parler un jour, c'est très important, elle utilise les juges, elle utilise les instances politiques nationales, elle utilise les instances politiques internationales, elle utilise énormément les médias, elle utilise énormément évidemment, les éducations nationales. Et on pourrait comme ça ajouter... Elles utilisent parfois même les religions. Les religions, voilà, absolument, j'avais oublié, vous l'avez... Donc tout ça, ça fait des brins. Chaque fois, et tous ces brins, elle les met ensemble. Elle en forme un faisceau, donc. Comme dans un faisceau, c'est le faisceau du licteur romain, que Mussolini avait pris pour image. C'est-à-dire que tous ces brins tordus ensemble, un brin, vous le cassez facilement. Si vous avez 15 brins, vous pouvez toujours essayer de le casser. Donc c'est ça. C'est le principe de l'union fait la force. L'union qui est ensemble, dans le même sens, fait la force. Alors synarchie, pourquoi? Parce que justement, moi, le fascisme, le principe est d'utiliser toutes les composantes d'un peuple donné dans une direction. Dans une direction. Ça, c'est le fascisme. Là, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un peuple, mais au contraire, c'est mondial. Alors, j'avais pu utiliser synarchie parce que vous savez peut-être qu'entre les deux guerres, certains banquiers avaient pensé à mettre ensemble le pouvoir des banques et des institutions pour arriver à imposer déjà quelque chose au peuple. Donc, c'est pour ça que je préfère synarchie, ou j'ai même inventé synanarchie, parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. Mais bon, mais synanarchie, c'est très compliqué. Synarchie, c'est déjà dur. C'est pour ça que je dis fascisme, parce que tout le monde comprend, alors que c'est impropre. Il faut bien voir que le fascisme, bon ou mauvais, s'intéresse à un peuple, alors que la synarchie, par définition, a une vocation au contraire, c'est mondial, et ça ne veut pas laisser les peuples se gouverner eux-mêmes. Pour les auditeurs qui voudraient creuser un peu ce concept de synarchie, je peux vous renvoyer aux travaux sur cette question de la synarchie, du mouvement synarchique d'Empire de Coutreau, et toutes les conspirations qui ont, on va dire, émaillé cet épisode de l'entre-deux-guerres, puis de la guerre, puisque au moment des différents renversements et changements de gouvernement du régime de Vichy, et même au moment de l'arrivée de De Gaulle, on a parlé de ce terme de synarchie, qui serait une sorte de gouvernement secret
bancaire, et qui en fait est la révolution par le haut. Par le haut, toujours le même principe. C'est la banque Worms, hein, pour ne pas la nommer, qui s'occupait de ça. Et c'est bien le refus du pouvoir populaire. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure, dans la première partie de notre propos, de ces révolutions violentes et qui viennent d'en bas, révolution type 93 ou révolution bolchevique. Encore que bon, on pourrait revenir sur... Mais laissons ça pour l'instant. Mais restons-en aux apparences. Et puis, vous parliez donc de ces révolutions lentes et inspirées plutôt par les élites. Et c'est ça qu'on appelle une synarchie, justement. Oui, absolument. C'est la révolution, la subversion venue d'en haut. La subversion par le haut, voilà. Le plus terrible, c'est que quand nous avons là une situation où on a des révolutionnaires entre guillemets professionnels comme Martinez dont on parlait tout à l'heure et des révolutionnaires synarchiques du type Goldman Sachs ou autres qui marchent finalement main dans la main. Mais absolument, ils sont des alliés objectifs, comme on dit dans le temps. C'est une révolution qui est dialectique. L'un se sert de l'autre. Et puis les Martinez, tous les Martinez ont été depuis cooptés dans la synarchie en réalité. Bien sûr. On est d'accord. C'est ça le plus terrible. Vous développez encore dans vos différents chapitres différents aspects de cette révolution arc-en-ciel. Martin Pelletier, en particulier, vous vous intéressez à la question de la haine. Page 71 de votre livre, vous intitulez votre chapitre 5 « Éthique contre la haine ». Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela ? Alors, oui, parce qu'on a passé là un certain temps, on pourrait continuer, mais à montrer qu'on est en face d'une révolution par le haut, d'accord. Et maintenant, on passe non pas aux moyens, mais je dirais au fond de cette révolution. Cette révolution n'est pas d'abord économique, cette révolution n'est pas d'abord politique, cette révolution est d'abord morale, spirituelle, je dirais de nature religieuse. Elle vise à produire un homme nouveau. Donc c'est d'abord une révolution qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. Anthropologique, oui. Un homme nouveau avec un bien nouveau et un mal nouveau. Je dirais, d'ailleurs, on dit révolution parce qu'on a pris l'habitude depuis le XVIIe siècle de donner à ce changement brutal une traduction géométrique de la révolution, voilà. Mais si on était simple, si on était mathématicien, on dirait que c'est une autre transformation, ça n'a rien à voir avec une révolution, c'est une inversion. C'est-à-dire on inverse les signes. C'est-à-dire que le mal devient le bien, le type qui défend sa patrie devient un salaud qui empêche le métissage, le type qui... l'homme devient une femme ou un être indéterminé. Donc c'est l'inversion. Et cette inversion repose, évidemment, c'est un fait moral. Et là, on parle de la haine. Il faut quelque chose pour fonder une morale. Une morale est toujours indiscutable, mais quelque chose la fonde. Alors, il peut y avoir une morale d'origine religieuse, par exemple dans le catholicisme, ou l'islam, ou le judaïsme, d'ailleurs, ou d'autres. Hein. Et puis là, c'est pas le cas, puisque c'est pas une révolution, c'est une révolution dite laïque, quelle qu'elle soit réellement. Donc, il faut quelque chose pour la fonder. Et ce qui fonde cette morale, c'est le refus de la haine. Il y a ce que les anglo-saxons appellent le discours de haine ou le crime de haine. Crime de haine, ça ne veut évidemment pas dire crime de haine, parce que ça peut être quelque chose d'une contravention, simplement. Enfin, tout ce qui manifeste ce qu'ils appellent la haine est mauvais. Et donc le bien consiste à lutter contre la haine. Et avec ça, vous avez tout. Il n'y a plus besoin de se fatiguer. Hein. Évidemment, tout ce qui est susceptible d'être décrit comme raciste est un crime de haine. Raciste, misogyne, homophobe, sexiste, voilà, homophobe, andiphobe, grossophobe. Bientôt, il y aura peut-être, j'espère, bétophobe. Ce sera bien. Stupidophobe. Non, vous êtes stupidophobe, oui, je suis désolé. Mort au con. Tiens, en prison. On en est là. Là, on en rit aujourd'hui, Martin Pelletier, mais en réalité, vous savez que ça va venir. On a rigolé de tout ça, et maintenant, tout ce qui nous arrive... Bien sûr, c'est on tragique. a fait un peu de science-fiction. Vous parliez tout à l'heure de Rivarol. J'ai fait des trucs de science-fiction. Et puis, dans National Hebdo aussi, plus on se croit bête, on essaye de trouver quelque chose d'injouable, paf, 20 ans après, c'est bien ça. À quoi sert la répression du discours de haine? C'est à tuer toute différence, toute
opinion inverse, différente de celle que le bien produit. Et le bien sans réplique, le bien avec un B majuscule. Le bien indiscutable. Et en France, du point de vue du point de vue juridique, ça a été lancé par la loi Pleven de 1971-72. Oui, c'est la première loi scélérate de ce genre, c'est-à-dire la première loi qui a introduit un coin dans la liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté d'expression. Absolument, qui l'a introduit officiellement, puisque on savait depuis longtemps, depuis au moins 45, que le racisme était quelque chose de très mal. Mais cette loi s'intitule « Loi contre tous les racismes ». Et à ce moment-là, on assimile au racisme le fait de critiquer quelqu'un d'une origine, d'une nation, d'une religion, de n'importe quoi. Mais même dans la Constitution, il est interdit, par exemple, de faire des distinctions de religion. Oui. De discriminer en vertu de la religion. Mais il me semble que les religions ne sont pas... Moi, je trouve horrible, très franchement, de discriminer injustement, parce qu'on a le droit de discriminer, bien sûr, l'Église, la morale, même la philosophie nous apprend qu'on doit discriminer, mais il y a des discriminations injustes. C'est ces discriminations-là dont on doit se prémunir, mais je trouve évidemment dégradant de discriminer injustement quelqu'un en vertu de son origine. Cependant, je crois que tout le monde est comptable de ce qu'il croit. Et donc, autant on peut faire grief à une personne de se montrer avec des préjugés, on va dire, raciaux, encore que ce soit la nature des choses. Hein. Je crois que tous les êtres humains, c'est une leçon d'anthropologie, en particulier de l'ethnographie de Lévi-Strauss, c'est que tous les groupes humains, tous les humains sont affectés d'une certaine forme d'ethnocentrisme. Et donc, partant d'un certain mépris pour les groupes qui ne sont pas le leur. Bon. En tout cas, une certaine méfiance, une certaine défiance, ou en tout cas, une certaine distance. Ça, c'est tout à fait normal. Cependant, je crois qu'on peut faire reproche à quelqu'un de ce qu'il croit. Si votre religion prêche, je ne sais pas moi, la domination, la domination par l'usure, le djihad... N'allez pas plus loin, Et oui, ce que je veux dire. Vous avez parfaitement raison. La question de la loi Pleven, c'est qu'elle répute, elle installe dans notre loi le fait que toute discrimination en soi est une mauvaise chose, alors qu'effectivement, une discrimination, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Et il y a un autre amalgame dans cette fichue loi, c'est qu'elle dit l'incitation à la haine, à la violence. Or, c'est pas la même chose. La haine, c'est un sentiment. La violence, c'est un fait constaté. Donc, l'incitation à la haine, tout le monde, je peux dire simplement que vous avez dit des paroles haineuses. Donc, encore une fois, c'est une manière d'entrer dans l'intime de tout le monde. C'est pour ça que c'est une loi totalitaire. On entre dans l'intimité de quelqu'un et on lui dit ce qu'il pense. Oui, dans le fort intérieur. Ouais, dans le fort intérieur. C'est ce que Bardèche a appelé la manufacture des consciences. Je crois que c'est dans Sparte et les sudistes, si je ne dis pas de sottises. Et je ne sais pas si je l'ai lu. C'est un très beau livre, mais je me souviens pas de cette formule qui est une bonne formule. Ben, j'en profite d'ailleurs pour signaler aux auditeurs qu'en lisant cet ouvrage de Martin Pelletier, donc La Révolution arc-en-ciel, en marche aux éditions DIE, j'ai eu l'étonnement, à vous lire, Martin Pelletier, de voir une sorte de Bardèche ressuscité. D'abord dans le style... Non, mais je le pense vraiment. Et je crois que vous êtes comment on pourrait dire ça, un digne successeur de Maurice Bardèche, parce qu'en fait, d'abord, vous poursuivez son travail, je crois, son travail de résistance. Vous êtes pour moi désormais une lumière, si vous voulez, dans ce siècle de ténèbres. Et j'ai décidé, et donc j'encourage les auditeurs qui auront le courage de faire comme moi, de lire tout ce que vous avez écrit jusqu'à ce jour, parce que je ne connaissais pas votre travail, et je le crois très important, et il a une qualité que beaucoup de travaux n'ont pas, c'est son esprit de synthèse. Son esprit de synthèse, c'est-à-dire cette capacité que vous avez à éclairer des phénomènes qui jusque-là restaient finalement obscurs dans la conscience. Vraiment, je ne saurais trop vous engager à acheter ce livre et à le lire, parce que il apporte des réponses en fait à cette question que vous disiez tout à l'heure, Martin Pelletier. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Vous allez me faire rougir, ça ne se voit pas parce que c'est à la radio, mais c'est très très gentil de dire tout ça. C'est vrai que j'essaie de synthétiser. Puis c'est vrai aussi que j'essaie de parler des choses qui fâchent, pas la peine de parler du reste. C'est vrai que là-dessus, vous nous épargnez les circonvolutions
coutumière de la littérature, on va dire résistante ou pseudo-résistante. Vous allez au cœur du sujet et vous le faites dans une belle langue française, dans une langue où on sent que vous avez une plume exercée en particulier par l'exercice, sinon quotidien, en tout cas régulier, du commentaire de l'actualité. On sent voilà l'expérience. Enfin, vous avez, je le répète, ce profil un peu bardéchien du commentateur, mais qui a décidé finalement de laisser l'écume des jours filer et de s'en tenir à l'essentiel. Il y a un mot ici là que je vois en compulsant votre livre, Martin Pelletier, c'est ce mot de féminisme. Peut-être peut-on en dire un mot, je sais que c'est un sujet qui intéresse nos auditeurs. Comment est-ce que le féminisme s'insère dans la révolution arc-en-ciel ? Est-ce qu'il n'est pas finalement, comme le dit un de nos camarades, Félix Niche, l'axe de travail principal, d'une certaine manière celui qui les résumerait tous, dans ce sens qu'il est un projet de liquéfaction, un projet de rupture avec ce que l'école de Francfort a appelé la figure autoritaire, c'est-à-dire avec toute verticalité finalement. Oui, on voit bien que la cible, c'est le patriarcat, c'est le mâle blanc hétérosexuel, c'est vrai. Alors, des exemples, parce que j'essaie toujours de travailler par des petits exemples. C'est comme si ce sont des matières un peu ardues. J'essaie de raconter des petites anecdotes, qui font rire. Et il m'en vient une là pour le féminisme, qui montre que les méthodes et les communautés se convergent. Encore une fois, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la synergie. Hein. Ils font et ils travaillent ensemble. Alors, il y a en Angleterre une loi qui est passée, et maintenant, qui est passée pas sous Boris Johnson, hein, bien avant, et qui assimile le fait de siffler une fille dans la rue à un crime de haine, et qui attribue des fonctions à la police, des budgets pour sanctionner, verbaliser, sanctionner. C'est un tout petit exemple, mais je crois que c'est un exemple qui est clair. Voilà où on en est. Oui, c'est que ça paraît dérisoire à l'homme de plus de 30 ans que je suis, mais les jeunes gens de 20 ans... Ils finiront par s'y plier, vraisemblablement. Oui, probablement. Voilà. En tout cas, ils vont vivre dans ce monde-là. Ils vont vivre dans ce monde-là. Il y a d'autres. Je prends beaucoup d'exemples en Angleterre ou aux États-Unis parce que s'ils sont en avance sur nous, sur toutes ces questions. Par exemple, il y a la question des safe places, les espaces de sécurité. Les espaces de sécurité à l'université où la génération des flocons de neige, comme les appellent les Anglais, snowflakes, peut se réfugier s'ils se sent offensés ailleurs. Parce que tout est offense. Nos éditeurs connaissent ces concepts en anglais. Triggered, safe space, voilà. Snowflakes. C'est tout le vocabulaire qui a été évidemment popularisé par l'alt-right. Snowflake, d'ailleurs, l'expression vient du film Fight Club, hein, parce qu'à un moment donné, le maître Tyler Durden nous dit vous n'êtes pas des flocons uniques et précieux, vous n'êtes pas vos kakis, vous n'êtes pas votre portefeuille, vous n'êtes pas votre voiture. Et voilà, c'est de là que vient l'expression. Et c'est vrai que les campus américains ont beaucoup d'avance, mais avec un an de retard, quand même, les social justice warriors ont fini par se déverser sur les campus français également. Donc aujourd'hui, on en rit encore, mais ce sera... Demain, on n'en rira plus. C'est comme le féminisme dans la langue. Si quelque chose permet de penser, si quelque chose est l'expression vraiment de quelqu'un, c'est sa langue maternelle, c'est clair. Je n'imagine pas de penser autrement qu'en français. Il y a des gens qui pensent en deux langues, mais je ne crois pas que ce soit un bien d'ailleurs. Mais donc, la langue, c'est très important. Et quand les féministes s'attaquent évidemment à la langue par le biais de la grammaire inclusive, mais par d'autres biais, ils détruisent à la fois la pensée et l'identité, il ou elle d'ailleurs, parce qu'il y a des féministes masculins. C'est un crime. Les chevaliers blancs. Ouais. Ils cassent vraiment la civilisation. Et je crois qu'on parlait des méthodes de la révolution arc-en-ciel, c'est une des plus importantes. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qui importe ? C'est l'intérieur, c'est l'identité interne. Hein. Le reste, on a bien vu en Union soviétique que, par exemple, grâce aux grands-mères,
beaucoup de gens qui la fermaient naturellement, qui étaient complètement abétis, ont survécu à la subversion. Je crois qu'avec le féminisme, ce qui est en jeu, c'est la survie de l'âme. Hein. Elles attaquent, et par la façon la plus bête, parce qu'évidemment, dire la procureure, je ne vois pas ce que ça a d'intéressant. On peut dire Madame le procureur. D'ailleurs, les ambassadrices aiment bien qu'on dise Madame l'ambassadeur, parce que elles sont un peu chiquées. Alors ça fait vraiment. Et puis surtout, jadis, l'ambassadrice, c'était l'épouse de l'ambassadeur. Bien sûr, donc elle veut pas. Oui, c'est comme la sous-préfète. Bien sûr, c'était la femme du sous-préfet. C'est encore une fois les féministes qui se mordent la queue, si je puis dire. Non, mais... C'est vrai. Peut-être on peut dire un mot aussi de cette. Toujours dans cette deuxième partie, donc vous parliez de la morale de l'arc-en-ciel. On a évoqué rapidement la question de l'éthique contre la haine. On a dit un mot du féminisme. Peut-être dire un mot quand même de l'écologie. On peut pas faire l'économie de parler de ça parce que il y a eu quand même cette figure. On pourrait dire une synthèse, là pour le coup, comme dirait l'autre, comme dirait Audiard, de Greta Thunberg, qui était à la fois la jeune fille dont a pu parler le comité Invisible dans ce très bel ouvrage. Théorie de la jeune fille, qui était à la fois une jeune fille, donc à la fois féministe, mais aussi parangon de cette écologie sorosienne qu'elle a admirablement incarnée. Elle l'a incarnée, et elle est remarquable à tous égards, cette jeune femme, parce que la théorie de mon bouquin, c'est de montrer que les trois principales subversions, l'antiraciste de drapeau arc-en-ciel de Mandela, drapeau arc-en-ciel LGBTQ et féministe. Et le troisième drapeau, c'est ce qu'on appelait dans le temps le rainbow flag, c'est-à-dire le drapeau arc-en-ciel de l'écologie, le drapeau de la terre-mère de Gaïa. Eh bien, elle a été très très bien. L'autre jour, elle s'est photographiée avec un t-shirt Antifa et un drapeau arc-en-ciel. J'aurais voulu la payer. J'aurais eu des millions de publicités. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas, parce que sinon, je pense qu'on vendrait 200 à 300 000 exemplaires en France de ce livre. Elle a également dit, cette merveilleuse jeune fille, elle a dit le changement de climat, elle l'a écrit plutôt dans une chronique, le changement de climat n'est pas une question seulement de réchauffement, pas une question écologique, mais c'est dû au colonialisme, au patriarcat et à je ne sais plus quoi encore. Au racisme, je crois. Oui, au racisme. Donc, elle exprime bien cette synergie des subversions. Et c'est vrai que ce qu'il y a de bien ce qu'il y a de puissant, pas de bien naturellement, c'est très mal, ce qu'il y a de puissant dans l'écologisme, c'est que ça a tout de suite parlé. Vous ne faites parler au cœur des masses. C'est-à-dire que vous n'asservissez bien que par la terreur. Or, ils ont trouvé un moyen de terroriser. C'est un pur fantasme. Hein. Le réchauffement du climat par l'homme est un fantasme. En plus, l'urgence climatique est un super fantasme, parce il y a eu un réchauffement, bon, enfin, pas faire tout le monde le sait, à partir de 1850, je ne sais pas s'il va se continuer ou pas. Bon, il n'y a aucun danger. Mais non, là aussi, on sait qu'il y a des cycles qui sont visiblement liés à l'activité du Soleil. Bien, l'activité du Soleil, l'absorption par les océans, probablement l'inclinaison de l'axe de la Terre, enfin, beaucoup de choses, mais pas... si la Terre est ronde. Non, je plaisante. Voilà. Donc, on sait que c'est de la foutaise, mais c'est une foutaise toute puissante, parce que ça terrorise les gens, ça a parfaitement marché. Et c'est là qu'elle est brillante, cette petite... Oui. Il y a une nouvelle qui est passée aujourd'hui, hein, que j'ai eue sur le net. On a découvert des mises à jour des courriels, il ne faut pas dire des mails, qui prouvent carrément que c'est un montage, que c'est son père et sa mère et des amis qui écrivaient ces courriels. Oui. Donc c'est une marionnette, mais c'est une marionnette toute puissante. Et je voudrais en dire un mot encore, si vous voulez, c'est ce que j'appelle les balilas de l'arc-en-ciel. C'est le passage par l'enfant. Peut-être rappeler ce que c'était les balilas d'abord. Alors les balilas, c'était on parle tout le temps de Mussolini, c'est pourtant un garçon sympathique, mais il avait fait bien avant
son camarade Hitler, il avait lancé des jeunesses mussoliniennes, un peu comme les scouts mussoliniens. Et actuellement, la tendance de l'arc-en-ciel, de la révolution, c'est de passer par les enfants, par les petits, de pervertir les petits. On parlait, à juste titre d'ailleurs, pour Maznev, de pédophilie. Mais moi, je trouve que c'est une autre pédophilie. C'est le macrotage des enfants qu'on utilise. Il n'y a rien de pire en politique que la manipulation des tout petits. Des tout petits. C'est honteux. C'est répugnant. C'est dégradant. C'est dégradant. Ça marche très bien. J'en ai moi-même été un sujet, puisque quand j'avais autour de, je sais pas, 13-14 ans, quand ma conscience politique, si vous voulez, commençait à s'éveiller, j'ai été un petit soldat, moi, de cet environnementaliste, mondialiste, etc. Donc, je me souviens très bien de tout ça. J'ai déjà 40 ans, si vous voulez, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, ce sont des campagnes, comme vous le disiez tout à l'heure, de très longue haleine. Très longue haleine. Je suis resté un militant de l'écologie, mais cette fois-ci d'une écologie radicale, anthropocentrée, chrétienne, et centrée plutôt sur la question de la santé humaine, sur la question de l'alimentation, sur la question de l'agriculture, et partant de la ruralité, et donc une écologie qui se veut... Et on peut ajouter d'autres choses, notamment le rejet de saleté dans l'eau, par exemple. Absolument. Hein. Non, la ruse de l'écologisme, c'est de dire, mais il y a tout de même, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des problèmes de pollution. Ah, ça, c'est indéniable. Personne ne le nie, ça. On ne le nie pas. Oui, ça, personne ne le nie. D'ailleurs, on ne nie pas qu'il y a un dérèglement climatique. Moi, je ne le nie pas non plus. La seule chose que nous nions, enfin, pour ma part, c'est que c'est une cause humaine. Je parle du dérèglement climatique. Hein. Le dérèglement climatique, c'est très compliqué parce que le climat lui-même est très compliqué. Mais déjà, est-ce qu'il y a un règlement climatique, voilà, Martin Pelletier? C'est encore une fois, mettre une question morale dans l'affaire. Alors que on constate qu'il y a des cycles, on constate qu'il y a eu un moment de réchauffement. On ne sait pas du tout d'ailleurs si ça va continuer. Hein. Parce que, bon, vous connaissez le minimum de Maunder, c'est-à-dire le minimum de l'activité solaire. Certains chercheurs russes et anglais pensent que là, on va plutôt vers ça. Donc, peut-être qu'on se caillera les miches dans 30 ans, hein, et on n'en sait strictement rien. Ni vous ni moi, nous ne sommes pas... Moi, je n'ai pas les mesures. C'est quand même très complexe. C'est pour ça que c'est une escroquerie géniale. Il y a quand même des gens qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps. Je pense à Pascal Bernardin, qui avait écrit un très utile ouvrage sur la question de la subversion par l'écologie, qui s'intitulait L'Empire écologique. Très bon bouquin. Très bon bouquin, qui n'a pas pris une ride, et que, évidemment, j'encourage les auditeurs à acquérir et à lire pour ceux qui veulent approfondir cette question. C'est un livre important et volumineux. Je crois qu'ils doivent faire ils doivent bien faire 600 ou 700 pages. Compliqué à lire, il faut se prendre du temps, mais c'est un document plus qu'un livre qu'on lit. On lit pas ça d'une couverture à l'autre. C'est un document dans lequel on peut plonger. Non, on lit pas ça dans la nuit en mangeant du chocolat. Non, c'est clair. Mais c'est un livre important parce que il débunk, comme on dit maintenant. Pardonnez-moi pour cet anglicisme. Vous dites ça, vous ça veut dire quoi en français? Ça veut dire désosser, peut-être, démonter, je dirais. Défricher aussi, peut-être. Mais revenons-en à cette histoire des balidas de l'arc-en-ciel. Sur quelles autres causes est-ce que les enfants sont embauchés, Martin Pelletier? Sur la question, par exemple, sur la question à la fois LGBT trans. Une autre anecdote qui est assez amusante, qui vient toujours des îles britanniques, en principe de l'Angleterre. Il y a 2 ans, c'était en 2017 ou 2018, je n'ai pas la mémoire des dates, 200 anciennes scouts et guides, 200 anciens scouts et guides, et je sais pas, une vingtaine de chieftains guides qui ont écrit une lettre ouverte, je pense que c'était dans pas le Guardian, c'est plutôt le quotidien conservateur, comment s'appelle-t-il? Je ne sais rien, je me souviens plus. Et qui se trouvait discutable qu'on n'ait pas demandé le consentement des parents avant de laisser entrer dans certains camps scouts les petits garçons transgenres dans les dortoirs et dans les douches des louvettes. Alors, c'était quand même pas quelque chose de très violent comme demande. Est-ce qu'on pourrait demander si les parents sont d'accord? Évidemment, cette demande a été rejetée et 5 enquêtes ont été diligentées contre 5 chieftains. 2 d'entre elles ont été
sorti dès avant enquête. La raison, c'est qu'il y a maintenant il n'y a plus de promesses, une chose comme ça, hein, mais il y a un contrat de tolérance, ils appellent ça, je ne sais pas comment exactement, qui veut qu'il y ait une règle d'inclusion et que toutes les filles ont droit à être louvettes et guides, toutes les filles, donc évidemment les transgenres. Et si vous dites à Tom qui se prend pour Camilla de ne pas rentrer dans la chambre des filles et dans les douches, c'est discriminatoire. C'est très discriminatoire, mais ce n'est pas une plaisanterie puisque ces pauvres cheftaines ont été vidées et qu'il y en a 5 qui sont sous enquête. Voilà un exemple. Des exemples, oui. Il y en a comme ça 1000 dans la presse britannique. Et voilà. Il y a un autre exemple aujourd'hui aux États-Unis, mais ça, je crois que ça concerne le monde entier, c'est cette histoire de l'heure de la décompte par des trans, enfin par des drag queens. Oui, la drag queen tel hour, je crois, donc l'heure des comptes des drag queens, où on impose à des enfants vraiment petits, enfin je veux dire c'est en bas âge, hein, on parle d'enfants de 3-4 ans, exposés donc à un spectacle de drag queen qui leur lise des contes, tout ça pour combattre l'homophobie, la transphobie, etc. Oui, j'ai vu aussi l'autre jour, vraiment, c'est une publicité, c'est beaucoup plus gentil, enfin c'est quand même scandaleux, c'est un poupon fille, avec des jolies nattes blondes, une belle robe rose, et un zizi, en plastique. Voilà où on en est, partout. Encore une fois, c'est toujours la synergie. Ça peut être dans les poupons, dans les jouets, chez les scouts, chez les drag queens, et dans l'éducation nationale, naturellement. C'est vrai qu'on est passé de l'introduction en catimini des études de genre par un gouvernement dit de droite, enfin de droite d'affaires, en tout cas de droite opportuniste, sous Sarkozy, jusqu'à maintenant les derniers développements que sont toutes ces invasions en fait de signes, de signifiants trans, LGBTQ, etc. Et j'ai encore une image très simple. Pour moi, on arrive au moment où vous roulez sur l'autoroute et vous vous rendez compte que les gens qui viennent en sens inverse sont plus nombreux que ceux qui roulent normalement. Il y a une espèce de balance. Tout ça, c'est qu'on m'en fout tout de même. C'est ahurissant, c'est absurde, ça n'a aucun intérêt, c'est faux scientifiquement, mais ça fait rien. Ils deviennent plus nombreux parce que précisément, toutes les institutions, tout le système produit ça. Est-ce que, comme tous les systèmes totalitaires, comme tous les systèmes fondés sur une idéologie, Martin Pelletier, vous ne prédisez pas son effondrement à cet empire arc-en-ciel? Je ne prédis rien, mais je l'espère. Et je pense, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, je pense qu'en nommant les choses, en les nommant, justement en ne disant pas « Ah non, c'est la faute du grand capital » ou « C'est juste une invasion ». Parce que là, on dit des choses vraies. On en parlait tout à l'heure. On dit des choses qui ne sont pas fausses. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est toute cette synergie des changements et surtout des synergies des forces à l'œuvre. C'est fait pour une révolution anthropologique. Comme moi, je l'appelais spirituelle et religieuse aussi d'ailleurs. Mais on veut changer l'homme. Et c'est pour ça qu'il faut le dire. Je pense que plus il y aura de gens qui le comprendront, plus justement, Tiens, tenez, pour faire une autre, on peut combattre ce fait. Un autre mot, c'est le prestige. Dans la religion catholique, qu'est-ce que c'est que le prestige ? Étymologiquement, c'est un faux miracle. Un miracle fait par le diable. Donc, vous avez effectivement... on est en plein prestige, une énorme chose qui est quand même toute puissante, mais qui peut se dissiper simplement si la personne qui la regarde se rend compte que c'est un prestige, c'est une folie. Tout ce dont on parle là, c'est une folie, c'est une immense folie, mais si elle est conçue par un nombre suffisant de personnes comme une folie, là, il y a peut-être une chance de l'abattre. C'est pour ça qu'il faut faire prendre conscience aux gens de cette révolution arc-en-ciel. Je me suis pas cassé à écrire ce bouquin pour rien. C'est pour faire comprendre qu'il y a bien qu'elle soit polymorphe, c'est une seule révolution. Je crois que c'est ça qui est important de souligner pour nos auditeurs, c'est de bien comprendre que tous ces phénomènes qui ont l'air disparates
sont l'objet en fait d'une attaque coordonnée de différentes forces qui poursuivent toutes le même objectif, qui est la réalisation de cette révolution anthropologique religieuse. Vous avez dit, Martin Pelletier, vous avez choisi ce terme d'arc-en-ciel, qui est un des symboles, vous l'avez dit, qui est utilisé à la fois par le milieu environnementaliste, par le milieu LGBT, par les milieux pacifistes également, et puis par tous les milieux aussi New Age, donc le Nouvel Âge. Et je crois que c'est ça un petit peu la synthèse, enfin c'est ça le point de rencontre, c'est là d'une certaine manière on peut vraiment voir la nature religieuse de cette révolution. On a affaire en fait à une révolution en vue de l'avènement de ce Nouvel Âge promis par les théosophes, les lucifériens, les maçons aussi. Puisque les maçons, il est évident que la maçonnerie est à l'œuvre, les grandes institutions internationales, et on en parlait tout à l'heure, il y a une partie qui est, je pense, si j'essayais de définir cette nouvelle spiritualité, je dirais qu'elle est judéo-païenne, athée. C'est marrant, on peut pas dire autre chose, judéo-païenne, athée, parce que. En fait, c'est une vieille offensive. On se souvient, Martin, vous savez comme moi qu'il y a eu jadis dans l'histoire de l'Église qu'on a appelé la gnose. En fait, nous assistons à une offensive massive de la gnose sous sa forme que vous dites judéo-païenne. Je crois qu'il y a rien de plus exact. En fait, tout ce qui est anticatholique est le bienvenu. Donc, il y a une grande tolérance finalement à l'égard de toutes les doctrines, quelles qu'elles soient, à condition qu'elles soient anticatholiques, antichrétiennes, qu'elles renoncent, enfin qu'elles refusent, qu'elles rejettent la mission messianique du Christ. Je crois que ça, c'est vraiment l'article central de leur catéchisme, c'est rejeter la mission messianique du Christ, et tout ce qui concourt à ce rejet, à ce refus, est le bienvenu par cette révolution arc-en-ciel. C'est une révolution, vous l'avez dit, de nature religieuse. Elle a le Nouvel Âge en perspective, et elle a, je crois, la Kabbale comme cœur atomique, comme cœur fonctionnel secret, puisque on voit bien qu'il faut chercher des points communs entre des gens si différents. Qu'est-ce que le milieu de la deep écologie a à dire au milieu ultra-féministe, sinon justement ce continent secret où ils se retrouvent tous, qui est l'occultisme, en fait, qui est l'ésotérisme, l'occultisme. On le voit bien avec des synthèses comme l'écoféminisme, par exemple. Qui pousse dans cette direction du Nouvel Âge. Et on se rend compte que parce qu'il faut bien le dire, que ce n'est pas une construction de vous, de moi. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. On se demandait, par exemple, je me suis toujours demandé pourquoi les Verts avaient... D'abord, on ne connaissait absolument rien à l'écologie, c'est autre chose, ni même à la géographie. Madame Duflo qui situait le Japon dans l'hémisphère sud, pour donner un exemple. Eh bien, pourquoi les Verts, au lieu de s'occuper, par exemple, de gestion forestière, ça serait intéressant, hein, pourquoi ils s'occupent du mariage gay, de ceci, de cela. Ou des pistes cyclables. Ils ont cette intercommunication dont vous parlez dans le New Age, c'est eux qui le font. Et à l'inverse, vous avez de très sérieuses institutions de l'ONU. Alors, je me souviens plus du site, vous le trouverez dans le livre, bien entendu, qui a sur son site, au lieu de s'occuper d'économie, après tout, il y a un lien vers le gender. Et tout est comme ça. C'est pas nous qui imaginons une synergie. C'est eux qui appliquent une synergie. Martin Pelletier, vous n'êtes pas romancier, enfin pas encore. Vous êtes un journaliste. Vous avez simplement rapporté des faits que vous avez eu l'intelligence de mettre dans une belle synthèse à la disposition de nos auditeurs. Donc dans cet important ouvrage, La Révolution arc-en-ciel en marche, aux éditions DIE, vous avez dédicacé votre livre à Brigitte Bardot et en même temps Charles Maurras. Je trouve ça savoureux. Je voulais quand même le signaler avant qu'on se quitte. Martin Pelletier, c'est à vous que je laisserai les derniers mots de cette émission. Si vous aviez un message, une réflexion, une méditation à laisser à nos auditeurs. Je crois qu'il ne faut surtout pas désespérer, comme disait Maurras. En politique, le désespoir est une sottise absolue. Et puis, je crois qu'il faut être comme Brigitte Bardot, c'est-à-dire courageux et nommer les choses. Tout mon propos, c'est de nommer les choses. Je vous signale quand même que, contrairement à ce que vous dites, je suis romancier. J'ai commis un roman qui s'appelle La fin de l'homme blanc chez DIE. Voilà. Très bien. Bon. Mais on vous renvoie à cette lecture aussi. Je parlais dans ce travail-ci. Oui. Martin Pelletier, vous avez mis
au profit de nos auditeurs, de vos futurs lecteurs, je l'espère, vos compétences, vos talents de journaliste. Il n'y a dans cet ouvrage absolument rien de théorique, rien même de prospectif. C'est un beau travail de synthèse, mais tout est appuyé soit sur des faits, soit, comme vous le disiez tout à l'heure, sur de petites anecdotes toujours un peu grinçantes, amusantes, et qui quand même rendent compte de ce phénomène de la révolution arc-en-ciel qui se déploie devant nous. Un mot d'espoir quand même, je crois que cette révolution ne réussira pas, je pense qu'elle échouera pour plein de raisons. D'abord parce que la nature humaine n'est pas fonctionnelle et qu'elle n'est pas corvéable. Je ne crois pas qu'on pourra plier l'être humain Je vous entends, mais cette fois-ci, c'est fait beaucoup plus intelligemment que la dernière fois. Hein. Les révolutionnaires sont de plus en plus malins. Malin à tous les sens du terme. On se retrouve la prochaine fois. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine?